Et si notre plus grande vulnérabilité n'était pas notre ignorance, mais notre intelligence elle-même? Pas l'absence de pensée, mais son détournement silencieux. Dans un monde saturé de savoir, d'opinion et d'analyse, ce n'est pas le vide qui nous menace. C'est la certitude. Ce que vous allez entendre n'est pas un appel à en savoir plus. C'est une invitation radicale à réapprendre à penser, à douter, à résister. Car parfois, la plus grande force de l'humain devient son piège le plus raffiné. Et dans cette époque, il est urgent de retrouver notre lucidité perdue. L'intelligence contre elle-même, le paradoxe moderne. L'intelligence a toujours été perçue comme une barrière naturelle contre la manipulation, la folie collective ou la bêtise. On imagine volontiers que savoir plus, comprendre mieux, être capable de raisonner rend imperméable à la désinformation, à l'endoctrinement ou à la pensée simpliste. Mais ce postulat rassurant est peut-être la première illusion à déconstruire. Car l'histoire, les sciences cognitives et l'observation du monde réel nous montrent une vérité bien plus dérangeante. Plus un esprit est brillant, plus il peut devenir redoutable pour lui-même. Pas parce qu'il manque de logique, mais parce qu'il la maîtrise à un point tel qu'il peut s'en servir pour justifier n'importe quoi. L'intelligence n'est pas un garde-fou moral. Elle ne garantit ni lucidité, ni éthique, ni esprit critique. Elle est un outil, un amplificateur. Et comme tous les outils puissants, tout dépend de ce qu'on choisit d'en faire. Le piège se referme lorsque cette capacité exceptionnelle à analyser, à argumenter, à connecter les idées devient un moyen non plus de chercher la vérité, mais de rationaliser un mensonge confortable. C'est là que naît le paradoxe moderne de l'intelligence. Prenons l'exemple du scientifique, du professeur, du penseur accompli. Il a appris toute sa vie à décortiquer le réel. Mais un jour, il est confronté à quelque chose qui échappe à ses schémas. Une injustice incompréhensible, une crise morale, un événement qui ne rentre dans aucune grille. Alors, parfois inconsciemment, il cherche un récit, une explication qui apaise l'angoisse. Et il la trouve, non pas dans la complexité, mais dans une idéologie, un système de pensée totalisant. Une narration simple, manichéenne, où il y a les bons, les méchants, et une solution qui fait sang. Et là, son intelligence devient un champ de mine idéologique. Il commence à bâtir des argumentaires brillants, à démonter les critiques avec virtuosité, à créer des liens entre les événements qui n'en ont aucun. Non pour éclairer, mais pour défendre. Non pour comprendre, mais pour croire. Ce n'est plus la recherche du vrai. C'est la défense d'une vision. Et tout cela en ayant l'impression d'être encore dans une démarche rationnelle. Son esprit critique, jadis acéré, devient un bouclier. Sa capacité de raisonnement devient une arme, non pas contre l'erreur, mais contre tout ce qui pourrait remettre en question sa nouvelle certitude. Ce glissement n'est pas spectaculaire. Il est progressif, presque invisible. Mais il est d'autant plus dangereux qu'il est subtil. Car il ne ressemble pas à de la bêtise. Il parle bien. Il cite des sources. Il raisonne en apparence. Il rassure, il séduit même. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à détecter. Cette forme de dérive intellectuelle se cache derrière les apparences de rigueur, de logique, de brillance. Le paradoxe de l'intelligence, c'est qu'elle peut construire une forteresse si sophistiquée autour d'un mensonge qu'il devient impossible d'en sortir. Et plus elle est grande, plus cette forteresse est solide. Le danger est encore plus grand lorsqu'un esprit brillant commence à percevoir la complexité comme une faiblesse. Lorsqu'il rejette la nuance au profit de la cohérence apparente. Car la cohérence n'est pas la vérité. Une idéologie peut être parfaitement cohérente, tout en étant fausse, destructrice, inhumaine. Un intellect brillant peut ainsi se transformer en système de défense psychologique. Plus que jamais, l'intelligence devient un champ de bataille entre la rigueur et le confort. Et ce qui décide du vainqueur n'est pas la puissance du raisonnement, mais le courage moral. La capacité à tolérer l'incertitude, à accepter de ne pas tout comprendre, à rester ouvert dans le chaos. Mais il y a un autre piège, encore plus insidieux, celui de la reconnaissance sociale. Dans une société où la performance intellectuelle est valorisée, où briller en public est une vertu, l'intelligence peut se corrompre sous le poids de l'admiration. Lorsque l'ego entre en jeu, le besoin d'avoir raison prend souvent le pas sur l'humilité de chercher. Un individu célébré pour sa pensée devient parfois incapable d'en réviser les fondations.
trop à perdre, trop à renier, trop à reconstruire. La pensée s'enquiste alors. Elle ne se développe plus. Elle se défend. Et cette défense peut devenir d'autant plus violente qu'elle est menacée par l'évidence d'une erreur passée. Il ne s'agit plus de comprendre. Il s'agit de protéger un récit, souvent le sien. Enfin, il faut souligner que ce processus ne se joue pas dans un vide. Il est favorisé, amplifié, parfois orchestré par des environnements qui encouragent l'affirmation sur l'exploration, la certitude sur le doute, la rapidité sur la réflexion. Les réseaux sociaux, les formats courts, la compétition des idées, punchline, créent une culture où l'intelligence devient une vitrine, et non un outil de transformation intérieure. Dans cette culture de la vitesse, la vraie pensée devient un acte de résistance, et la lucidité, une posture presque révolutionnaire. Stupidité fonctionnelle, une maladie de la pensée. La stupidité dont nous parlons ici n'est pas une déficience. Elle n'a rien à voir avec le QI, le niveau d'études ou l'accès à la connaissance. Au contraire, la stupidité fonctionnelle est une forme de pensée active, structurée, parfois brillante, mais volontairement amputée. C'est le choix, souvent inconscient, de suspendre l'effort de pensée, pas par incapacité, mais par confort, par peur ou par besoin d'appartenance. Elle agit comme un mécanisme de défense du psychisme, un rempart contre l'anxiété, l'instabilité, la dissonance cognitive. Elle n'éteint pas la pensée, elle la réoriente vers des récits simples, des explications totales, des slogans faciles. Et dans une époque saturée d'informations, d'urgence et de pression sociale, cette abdication partielle de la pensée devient une stratégie de survie. La stupidité fonctionnelle n'est pas passive. Elle cherche activement à éviter l'inconfort provoqué par la complexité. Penser demande du temps, de l'énergie, de la confrontation intérieure. C'est douloureux de remettre en question ce qu'on croit. C'est épuisant de vivre dans le doute. Alors on choisit, parfois sans s'en rendre compte, une version plus simple du réel. Ce choix n'est pas idiot. Il est même, d'un certain point de vue, rationnel. Pourquoi s'infliger l'angoisse de l'incertitude si quelqu'un, quelque chose ou un groupe vous offre une réponse claire et rassurante? Pourquoi rester dans l'ambivalence quand on peut s'en remettre à un narratif déjà prêt? La stupidité fonctionnelle remplit une fonction. Elle protège. Elle apaise. Elle rend le monde supportable, surtout quand il devient trop complexe ou trop menaçant. Mais ce confort a un prix. Car en sacrifiant la pensée critique, on sacrifie aussi sa liberté. Et petit à petit, on troque sa conscience contre une obéissance émotionnelle. L'un des grands dangers de cette dynamique est qu'elle ne ressemble pas à de la paresse. La personne qui en est victime peut être très active, engagée, passionnée même. Mais son engagement repose sur une pensée fermée, filtrée, construite non pas pour explorer, mais pour confirmer. C'est le règne du biais de confirmation sous stéroïdes. Tout ce qui confirme ma vision est accepté. Tout ce qui la contredit est rejeté, ridiculisé ou perçu comme une attaque. La stupidité fonctionnelle peut donc s'exprimer avec une logique implacable, des raisonnements sophistiqués, des références culturelles ou scientifiques. Mais derrière cette façade, il n'y a plus de mouvement intérieur, plus de doute, plus de recherche réelle. Il y a seulement la défense d'un territoire mental. Et c'est laquelle devient dangereuse, pour soi, mais aussi pour la société. Car une société de citoyens brillants, mais fonctionnellement stupides, est une société vulnérable. Vulnérable aux idéologies, aux extrémismes, à la manipulation émotionnelle de masse. Elle devient une armée de penseurs désactivés, convaincus d'avoir raison, incapables de voir le piège dans lequel ils sont tombés. Le paradoxe est vertigineux. Plus on est certain d'avoir raison, plus on est potentiellement aveugle. Plus on est convaincu de sa lucidité, plus on risque d'être manipulé. La stupidité fonctionnelle ne crie pas son nom. Elle parle de morale, de vérité, de justice. Mais elle refuse le dialogue, elle rejette la nuance, elle s'alimente de certitudes. Elle crée un monde binaire, nous contre eux, le bien contre le mal, les éveillés contre les endormis. Et plus on adhère à ce monde, plus il devient difficile d'en sortir. Parce qu'on y est reconnu, parce qu'on y trouve un rôle, parce qu'on y est valorisé. Alors on reste. Et pour rester, on rationalise. On transforme son intelligence en outil de légitimation d'un système de pensée fermé.
Et ce système devient un dôme de verre. On le croit protecteur, mais il isole. Il empêche l'oxygène de l'idée neuve, il bloque la lumière du doute fertile. Sortir de cette logique demande un effort douloureux, un moment de lucidité brutale. Reconnaître qu'on a pu se tromper. Admettre qu'on s'est laissé séduire. Faire le deuil de l'identité qu'on s'était construite autour d'un récit. Ce n'est pas un chemin facile. Mais c'est le seul qui mène à la liberté intérieure. Mais pour comprendre pleinement la portée de cette dérive mentale, il faut élargir encore le regard. Car la stupidité fonctionnelle n'est pas uniquement une affaire individuelle. Elle est aussi un produit social, un écosystème. Elle se développe dans des environnements où la complexité est perçue comme suspecte, où le doute est assimilé à de l'instabilité et où la conformité est récompensée. Les entreprises, les institutions, les milieux politiques ou même culturels peuvent favoriser, sans le vouloir, un climat où penser trop devient risqué. Dans ces contextes, mieux vaut ne pas poser de questions qui dérangent. Mieux vaut répéter ce qui se dit, suivre les lignes établies, ne pas faire de vagues. Ainsi, une forme de stupidité douce s'installe. Une stupidité fonctionnelle au système, parfaitement adaptée aux attentes, performante en surface, mais dépourvue de pensée autonome. On continue à cocher des cases, à produire, à consommer, à parler, mais sans jamais véritablement interroger le sens de ce qu'on fait. Et ce phénomène est d'autant plus dangereux qu'il est invisible. Il ne crie pas, il ne brutalise pas. Il s'installe par fatigue, par pression sociale, par lassitude. Dans un monde où l'attention est une ressource rare, penser devient un luxe. Alors on délègue. On reproduit. On répète. Et l'on finit par ne plus savoir qu'on a cessé de penser. Il est donc urgent de reconnaître que la stupidité fonctionnelle n'est pas une fatalité biologique. C'est une condition fabriquée, entretenue, parfois même encouragée. Et que, pour la désamorcer, il faudra plus qu'une prise de conscience individuelle. Il faudra réinterroger notre culture, nos valeurs, nos modèles de réussite. Il faudra réapprendre à faire de la pensée critique un acte courageux, une forme d'intégrité, presque un devoir moral. Car sans cette exigence collective, nous risquons de voir se généraliser une intelligence sans pensée, une brillance sans esprit, une lucidité sans vérité. Et c'est peut-être là le vrai drame de notre époque. L'autorité et l'abdication morale, l'expérience Milgram revisitée. Parmi les expériences les plus glaçantes du XXe siècle, il en est une qui ne cesse de nous interroger. Celle de Stanley Milgram, menée à Yale en 1961. Elle a été conçue pour répondre à une question simple, mais terrifiante. Jusqu'où des individus ordinaires sont-ils prêts à aller lorsqu'une autorité leur demande d'obéir? Les résultats sont désormais bien connus. 65% des participants ont administré des décharges électriques supposément mortelles à un inconnu, simplement parce qu'un homme en blouse blanche le leur demandait. Mais au-delà du chiffre, c'est le mécanisme intérieur de ces participants qui mérite toute notre attention. Car ce qui s'est joué dans cette pièce, ce n'est pas un sadisme latent. Ce n'est pas la cruauté. C'est quelque chose de beaucoup plus universel et beaucoup plus dangereux. Le transfert de responsabilité. Face à l'injonction calme de l'expérimentateur. Veuillez continuer. L'expérience exige que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix. Les participants entraient dans ce que Milgram a nommé l'état agentique. Ils ne se percevaient plus comme les auteurs de leurs actes, mais comme les instruments d'une volonté supérieure. Ils n'agissaient plus, ils exécutaient. Et dans cet état, leur propre boussole morale semblait se désactiver. La souffrance de l'autre devenait secondaire, presque invisible, derrière la façade de la procédure, du protocole, de la légitimité institutionnelle. L'intelligence ne les a pas protégés. Au contraire, elle a servi à justifier l'injustifiable. C'est pour la science. L'homme en face, c'est ce qu'il fait. Je n'ai pas le choix. Ce n'est pas ma responsabilité. C'est ici que réside toute la puissance destructrice de l'autorité mal comprise. Non pas celle qui impose par la force, mais celle qui délivre une permission morale. Une autorité perçue comme légitime peut transformer des actes inacceptables en simples obligations à remplir. Et plus la structure est organisée, plus le langage est neutre, plus les rôles sont flous, plus le crime devient procédural. C'est le syndrome du « je ne fais que mon travail ». Et derrière cette phrase anodine
se cache une mécanique implacable, celle de l'abdication morale. Milgram a mis en lumière un phénomène que nous préférons souvent ignorer. Ce n'est pas la barbarie qui explique les pires atrocités humaines. C'est l'obéissance. L'obéissance routinière, banale, presque administrative, à des ordres perçus comme normaux. Et cette obéissance est d'autant plus puissante qu'elle est portée par des individus convaincus de ne pas être les coupables. Car la tragédie, c'est que ces personnes n'agissent pas contre leur conscience. Elles la déposent. Elles la remettent à une figure d'autorité, un protocole, une institution, et s'en déchargent. La morale devient extérieure. La pensée critique est suspendue. Et dans cet espace vide, toutes les dérives sont possibles. Mais le plus vertigineux, c'est que cette logique n'a pas disparu. Elle s'est même perfectionnée. Aujourd'hui, nous obéissons à des algorithmes, à des directives impersonnelles, à des logiques d'entreprise ou de performance qui ne portent pas de visage, mais qui imposent des comportements. Et comme dans l'expérience de Milgram, nous rationalisons. Nous nous rassurons. Nous disons que nous n'avons pas le choix. Le résultat est identique. Une désactivation de la pensée morale. Et il ne s'agit pas d'un phénomène marginal. C'est une mécanique de masse, une faille humaine universelle. Milgram nous a tendu un miroir. Il ne nous a pas montré des monstres. Il nous a montré nous-mêmes. Le piège de la clarté simpliste, quand le confort l'emporte sur la vérité. L'esprit humain a une faiblesse structurelle. Il préfère une erreur confortable à une vérité dérangeante. C'est une loi silencieuse, mais puissante. Et dans un monde où l'incertitude est devenue notre quotidien, politique, écologique, économique, identitaire, le besoin de clarté immédiate devient une tentation presque irrésistible. Nous cherchons des récits, pas forcément vrais, mais simples. Des récits qui organisent le chaos, qui désignent un responsable, qui rassurent. Et peu importe s'ils sont caricaturaux. Tant qu'ils soulagent, ils s'imposent. Ce mécanisme est à la fois émotionnel, social et cognitif. Penser demande de l'effort. Mais surtout, penser dans un monde complexe demande du courage. Car la complexité, c'est accepter l'ambivalence. C'est vivre avec des vérités contradictoires. C'est reconnaître qu'on ne sait pas, ou pas encore. C'est douter. Et donc être vulnérable. Mais le confort ne supporte pas cette vulnérabilité. Il exige des réponses. Il exige de la certitude. Et il les trouve dans la clarté simpliste. Un bon, un méchant. Un camp du bien, un camp du mal. Un ennemi à désigner, une cause unique à chaque problème. Et cette clarté devient un anesthésiant. Elle apaise les tensions intérieures. Elle donne une direction. Elle crée un sentiment d'appartenance. Nous, ceux qui avons compris. Et c'est ainsi que naît la certitude collective. Un groupe d'individus unis non par la vérité, mais par la facilité du récit. Dans ces groupes, la pensée devient secondaire. Elle n'est plus un processus, elle est un outil. Un outil pour défendre, pour attaquer, pour convaincre. Mais jamais pour questionner. Car questionner, c'est trahir. C'est faire trembler la structure. C'est menacer l'équilibre. Alors le doute est exclu. La nuance est moquée. Et la complexité, criminalisée. Le plus tragique dans ce processus, c'est qu'il touche même les plus brillants. Surtout eux. Car plus on est intelligent, plus on est capable de construire des raisonnements sophistiqués pour justifier ses croyances. On devient un artisan du faux sens. On tisse des liens entre des faits sans rapport. On construit des narrations logiques mais biaisées. Non pour comprendre, mais pour renforcer une position déjà adoptée. Ce n'est plus de la recherche, c'est de la rationalisation. Et plus on s'enfonce dans cette dynamique, plus on devient hermétique à tout ce qui pourrait la déstabiliser. On ne pense plus pour apprendre. On pense pour protéger. C'est là que le confort devient un piège. Un piège mental, mais aussi un piège moral. Car à force de simplifier le monde, on simplifie aussi les responsabilités. On rejette la faute sur l'autre. On se déresponsabilise. On cesse de chercher des solutions pour se contenter de désigner des coupables. Et c'est ainsi que le confort mental devient une machine de guerre intellectuelle. Dans ce climat, la vérité n'a plus besoin d'être censurée. Elle est simplement rendue inaudible, noyée dans le bruit.
Et ceux qui s'y accrochent deviennent des dissidents, des marginaux, parfois même des ennemis. Mais la vérité ne disparaît jamais. Elle attend. Et elle pèse. Et un jour, elle revient. Souvent trop tard. Une contagion collective, société, pouvoir et pensée désactivée. Jusqu'ici, nous avons parlé de la stupidité fonctionnelle comme d'un phénomène psychologique individuel. Mais ce serait une erreur majeure de s'arrêter là. Car cette dynamique, aussi intime soit-elle, ne reste jamais solitaire. Elle devient rapidement contagieuse. Et c'est ici que le sujet prend une tournure politique. Un individu qui cesse de penser est un problème. Une population entière qui abdique sa pensée critique devient une opportunité. Pour qui? Pour toute forme de pouvoir qui préfère l'obéissance à la réflexion, la conformité à l'autonomie. Il n'est pas nécessaire de brandir des menaces, ni d'imposer des dogmes par la violence. Il suffit d'offrir du confort, de la clarté morale, et surtout une exonération de responsabilité individuelle. C'est exactement ce que décrivait Dietrich Bonhoeffer, depuis sa cellule de prison en 1943. Ce qui l'effrayait, ce n'était pas la figure du tyran. C'était la facilité avec laquelle les citoyens les plus éduqués, les plus cultivés, les plus normaux, pouvaient suspendre leurs pensées pour épouser les slogans les plus absurdes. Parce que c'était plus simple. Parce que c'était plus rassurant. Parce que penser devenait un acte dangereux. Et cette mécanique n'appartient pas à l'histoire. Elle est toujours là. Elle a simplement changé de forme. Autrefois, elle passait par la propagande, les journaux contrôlés, les grands discours enflammés. Aujourd'hui, elle passe par les algorithmes, les fils d'actualité personnalisés, la fragmentation de l'information, la fatigue émotionnelle. Le but n'est plus d'imposer une vérité unique. Le but, c'est de créer un tel brouillard, un tel déluge de contenus contradictoires, que toute tentative de réflexion profonde devient une tâche épuisante. Pourquoi censurer un livre quand on peut noyer l'esprit sous des milliers d'alertes, de vidéos, de débats stériles? La vérité ne disparaît pas. Elle devient inaudible. Et dans ce brouillard, la stupidité fonctionnelle devient le mode par défaut. Un système d'exploitation mentale qui favorise les réactions rapides, les émotions fortes, les conclusions hâtives. Le citoyen n'est plus un acteur, mais un récepteur. Il ne pense plus. Il répond. Il ne construit plus. Il réagit. Et c'est dans cette ambiance que s'installe un ordre social invisible. Un ordre où la pensée lente devient suspecte. Où le scepticisme est perçu comme de la trahison. Et où la conformité intellectuelle est valorisée comme une vertu. Ce glissement ne se voit pas. Il ne fait pas de bruit. Il sature simplement l'espace mental. Et dans cet espace saturé, la pensée autonome devient une performance. Une minorité s'accroche encore à l'analyse, à la nuance, à la complexité. Mais elle se retrouve isolée, marginalisée, parfois moquée. Elle parle une langue que le reste du monde n'entend plus. Alors beaucoup finissent par renoncer. Non par conviction, mais par épuisement. Et cet épuisement n'est pas une conséquence accidentelle. Il est souvent le cœur de la stratégie. Car dans un monde où l'énergie mentale est épuisée par le stress, l'incertitude économique, les injonctions permanentes, penser devient un luxe. C'est ce que les économistes appellent l'ignorance rationnelle. Le calcul implicite selon lequel il coûte plus cher, en temps et en énergie, de comprendre un sujet complexe que de se contenter d'une opinion toute faite. Dans ces conditions, la stupidité fonctionnelle devient une adaptation. Pas une faiblesse. Pas une erreur. Une stratégie. Et comme toute stratégie, elle est renforcée par son efficacité sociale. Elle permet de rester dans le groupe, d'éviter les conflits, de maintenir son image. Elle facilite la vie, en sacrifiant la pensée. Mais ce sacrifice n'est jamais sans conséquence. Car plus une société s'habitue à penser à moitié, plus elle devient fragile. Fragile face aux manipulations. Fragile face aux récits autoritaires. Fragile face aux crises. Une société fonctionnellement stupide peut encore fonctionner. Mais elle ne peut plus créer, ni progresser, ni résister. Elle avance en automatique. Jusqu'à la rupture. Résister par la pensée, pratique de reconquête intellectuelle. Face à ce constat sombre, une question s'impose. Comment résister?
Comment ne pas sombrer dans cette fatigue mentale, ce confort idéologique, cette abdication tranquille de la pensée? La réponse n'est ni spectaculaire, ni magique. Elle est souvent silencieuse, exigeante, intime. Car résister ne commence pas par convaincre les autres. Ça commence par soi. Et cette résistance s'incarne dans des pratiques, des habitudes, des rituels presque, de petits gestes mentaux qui, jour après jour, entraînent l'esprit à penser par lui-même. 1. La friction intellectuelle. Le premier réflexe à cultiver, c'est celui de la confrontation volontaire à des idées opposées. Pas pour avoir raison, mais pour tester la solidité de ses propres convictions. Lire des points de vue intelligents avec lesquels on est en désaccord. Écouter sans caricaturer. Chercher les failles de ses arguments préférés. C'est l'équivalent mental d'un entraînement musculaire. Ce n'est pas agréable, mais c'est vital. Un esprit qui ne rencontre jamais de résistance finit toujours par s'atrophier. 2. L'incertitude productive. Notre culture valorise la confiance, l'assurance, l'opinion tranchée. Mais la vraie force réside parfois dans le doute assumé. Dire « je ne sais pas » n'est pas une faiblesse. C'est un espace qu'on ouvre. Un espace dans lequel la pensée peut se déployer. Avant de se forger une opinion sur un sujet complexe, il est sain de se demander « a-t-on vraiment lu, réfléchi, compris ?» Souvent, la réponse est non. Et c'est là que commence l'intelligence authentique. 3. Le ralentissement volontaire. Nous vivons dans une culture de la réaction. Notifications, tweets, breaking news. Tout pousse à réagir vite, fort, maintenant. Mais penser demande du temps. Et parfois, résister, c'est refuser la vitesse. Ne pas partager tout de suite. Ne pas commenter sous l'effet de l'émotion. Introduire un délai entre ce qu'on ressent et ce qu'on dit. Ce simple temps mort mental est une arme. Il nous ramène du réflexe à la réflexion. 4. La solitude fertile. Penser vraiment demande parfois du silence. S'éloigner du bruit, des réseaux, des débats, et se retrouver face à soi-même. Pas pour s'isoler, mais pour retrouver le centre. Car c'est dans cet espace, souvent inconfortable, que naissent les questions qui comptent. 5. Le courage d'être décalé. Penser par soi-même, c'est aussi accepter d'être en décalage. De ne pas suivre l'opinion dominante. De poser des questions quand tout le monde répète. De douter quand tout le monde applaudit. Ce décalage peut être douloureux, mais il est le prix de la lucidité. Et dans un monde qui pousse à l'alignement, le courage de penser différemment est une forme de résistance radicale. Réformer pour penser, éducation, médias et lutte pour la lucidité. Si la résistance commence à l'échelle individuelle, elle ne peut suffire à elle seule. On ne peut pas prétendre restaurer la pensée critique dans un système qui l'étouffe à chaque étage. Résister demande aussi une réforme structurelle. Un combat collectif pour redessiner les conditions qui rendent possible la lucidité. Et cela commence par l'éducation. Tant que l'école continue à valoriser la bonne réponse plutôt que la bonne question. Tant qu'elle enseigne quoi penser plutôt que comment penser. Nous ne formons pas des esprits libres. Nous formons des exécutants mentaux. Des individus brillants dans la récitation, mais pauvres en doute. Il est temps de repenser l'éducation non comme une accumulation de savoir, mais comme un entraînement à l'autonomie intellectuelle. Cela implique plusieurs révolutions. Apprendre à identifier les biais cognitifs. S'exercer au débat contradictoire. Savoir remettre en question ses propres idées. Cultiver la nuance. Développer l'endurance mentale à la complexité. Ces compétences ne sont pas des bonus. Elles sont fondamentales à la démocratie. Ensuite, vient la question des médias. Tant qu'ils seront organisés autour du sensationnalisme, du conflit permanent, de l'indignation programmée. La vérité sera toujours noyée dans le bruit. Il faut une presse qui ralentit, qui explique, qui contextualise. Une presse qui ne cherche pas à provoquer une réaction, mais à nourrir une réflexion. Cela ne veut pas dire neutralité tiède. Cela veut dire rigueur. Et surtout, responsabilité. Aujourd'hui, une information fausse,
malhonnête ou simplement mal présenté, peut se propager à des millions de personnes en quelques heures. Les journalistes ne peuvent plus ignorer le pouvoir de structuration mentale qu'ils exercent. Ils ne sont pas seulement des rapporteurs de faits. Ils sont les architectes de l'espace public mental. Puis il y a la technologie. Les algorithmes qui nous entourent ne sont pas neutres. Ils choisissent ce que nous voyons, ce que nous croyons, ce que nous pensons. Et pour l'instant, leur seul critère est l'engagement. Ce qui fait réagir. Ce qui fait cliquer. Ce qui divise. Tant que l'économie de l'attention sera le moteur. Les plateformes resteront les meilleurs alliés de la stupidité fonctionnelle. Il nous faut une technologie humaine. Des algorithmes transparents. Des plateformes qui valorisent la nuance, la profondeur, la qualité du lien humain. Cela semble utopique. Mais ce n'est pas impossible. Cela dépend de ce que nous exigeons en tant que citoyens. Car nous ne sommes pas de simples usagers. Nous sommes les producteurs de données, les sources de trafic, les créateurs de contenu. Sans nous, les plateformes ne sont rien. Alors nous avons le pouvoir d'imposer d'autres normes. Et enfin, il y a le socle de tout. La sécurité sociale, économique, psychologique. Un esprit accablé par la précarité, la peur, la fatigue chronique n'a plus l'énergie pour penser. Il réagit. Il survit. Il suit. Offrir à chacun un minimum de stabilité. Ce n'est pas un luxe humanitaire. C'est une condition préalable à la démocratie. Penser est un acte qui demande de la bande passante mentale. Et dans une société où des millions de personnes sont à bout de souffle, l'intelligence devient un privilège. Une exception. Réformer pour penser, c'est comprendre que la culture de la lucidité ne peut naître que dans un climat où la peur ne domine pas tout. Sans cette réforme globale, éducation, médias, technologie, sécurité, toute tentative individuelle restera héroïque, mais tragiquement isolée. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré une réalité dérangeante. L'intelligence ne nous protège pas toujours. Parfois, elle devient même notre piège. Nous avons vu comment la stupidité fonctionnelle se loge dans les plis du confort, de l'autorité, de la peur. Comment elle s'organise en système, se diffuse socialement et finit par façonner une culture entière de l'abdication mentale. Et pourtant, c'est précisément là que naît l'espoir. Car si cette dérive est faite de renoncement, alors chaque acte de pensée autonome est une reconquête. Chaque question posée face au consensus est un point de bascule. Chaque silence rompu par un doute sincère est une brèche dans le mur de la certitude collective. Penser par soi-même n'est pas un privilège réservé à quelques intellectuels. C'est un choix quotidien, fragile, coûteux, mais accessible à tous. Un choix invisible, fait dans l'intimité de sa conscience. Un clic ou une fermeture d'onglet. Un partage ou une retenue. Une répétition ou une interrogation. Ce sont ces petits gestes mentaux qui, cumulés, font la différence. Mais il ne faut pas se mentir, ce choix a un prix. Il pourra te coûter du confort, des certitudes, des amitiés, des illusions. Il pourra t'isoler, te rendre étrange aux yeux des autres, te confronter à des zones d'inconfort profond. Penser librement, c'est accepter de ne pas appartenir pleinement. C'est refuser de se fondre. C'est oser rester debout, même seul. Et dans ce monde de bruit, de vitesse, d'indignation constante, c'est un acte radical. Un acte profondément humain. C'est ça, la grâce qui coûte. Ce concept magnifique formulé par Bono Fr, qui nous rappelle que ce qui a de la valeur n'est jamais gratuit. La vraie pensée demande un effort. Elle exige une discipline. Elle appelle un courage. Mais elle donne en retour quelque chose d'inestimable. La liberté intérieure. Pas une liberté de surface. Une liberté profonde. Celle de ne pas être manipulable. Celle de pouvoir dire « Je ne sais pas. Je veux comprendre. Je pense autrement. » C'est cette liberté-là qui fait de nous des êtres vivants. Pas simplement biologiquement vivants, mais spirituellement éveillés. Alors la question finale est simple. Es-tu prêt à payer ce prix? À préférer l'inconfort lucide au confort anesthésiant? À choisir, chaque jour, la lumière exigeante de ta propre pensée, plutôt que l'ombre rassurante du consensus? Ce combat est difficile. Il est incessant.
Mais il est aussi le plus beau que tu puisses mener. Parce qu'au bout du compte, c'est le seul combat qui te rend vraiment libre. Si tu as trouvé cette vidéo précieuse, abonne-toi, laisse un like et surtout, partage-la à ceux qui ont encore le courage de penser.